L'histoire du soir. Émile Gaboriau, Maudite maison. Médisance ou calomnie, voilà des années qu'on dit pique-pendre des propriétaires. Il est temps d'essayer de les réhabiliter s'il se peut. En somme, de quoi les accuse-t-on? D'augmenter sans cesse et sans raison leur loyer. Eh bien, il en est un qui ne les augmente pas. Positivement, il existe en chair et en os. Donner son adresse serait facile. Et voici son histoire. Le vicomte de B, un homme jeune, aimable, charmant, jouissait en paix d'une 30 000 livres de rente lorsque dernièrement, il y a de cela 6 mois, son oncle, un avare de la pire espèce, mourut en lui laissant tout son bien, près de 2 millions. En parcourant les papiers de la succession, le vicomte de B constata qu'il se trouvait propriétaire d'une maison rue de la Victoire. Il constata aussi que ce magnifique immeuble acheté 300 000 francs rapportait net d'impôts 82 000 francs par an. C'est trop, pensa le généreux vicomte. Mon oncle était trop dur, louer Aspry, c'est de l'usure. On ne saurait le nier. Quand on porte un grand nom comme le mien, on ne se livre pas à une pareille exploitation. Je veux dès demain diminuer mes loyers, et mes locataires me béniront. Sur cette bonne pensée, le vicomte de B mande le portier de la maison en question. Ce portier se présente, l'échine arrondie en cerceau. « Bernard, mon ami, lui dit le vicomte, vous allez de ma part prévenir tous vos locataires que je diminue leur loyer d'un tiers. » Ce verbe, inouï, fantastique, diminuer, tombe comme une tuile énorme sur la tête de Bernard. Mais il se remet vite, il doit avoir mal entendu, mal compris. Diminuer, balbutie-t-il. Monsieur le vicomte daigne plaisanter. Diminuer, c'est augmenter que monsieur veut dire. De ma vie, je n'ai parlé plus sérieusement, mon ami. J'ai dit, et je le répète, diminuer. Cette fois, le portier est à ce point surpris, étourdi, renversé, qu'il s'oublie, qu'il perd toute retenue. Monsieur n'a pas réfléchi, insiste-t-il. Monsieur, dès ce soir, sera au regret. Diminuer des locataires. Cela ne s'est jamais vu et ne se verra plus jamais. Si cela vient à se savoir, que pensera-t-on de monsieur? Que dira-t-on dans le voisinage? Car enfin, monsieur Bernard, interrompit le vicomte, j'aime quand j'ordonne à être obéi sans réplique. Vous m'avez entendu? Allez. C'est du pas chancelant d'un homme ivre que monsieur Bernard sortit de l'hôtel de son propriétaire. Toutes ses idées étaient renversées, bouleversées, confondues. N'était-il pas le jouet d'un songe, d'un ridicule cauchemar? Il en était à se demander s'il veillait ou s'il dormait. Diminuer ses loyers, pensait-il. C'est à n'y pas croire. Si encore les locataires se plaignaient. Mais ils ne se plaignent pas, au contraire. Tous bons payeurs. Ah, si défunt monsieur voit cela du fond de sa tombe, il doit être content. Son neveu devient fou. Diminuer ses loyers. On devrait pourvoir ce jeune homme d'un conseil de famille, il finira mal. Après cela, qui sait? Il avait peut-être trop bien déjeuné ce matin. Cet honorable Bernard était pâle d'émotion lorsqu'il rentra dans sa loge, si pâle et si défait qu'en l'apercevant sa femme et sa fille Amanda lui demandèrent en même temps. « Qu'as-tu? Qu'y a-t-il » ? « Rien, répondit-il d'une voix altérée. « Absolument rien. »« Tu me trompes, insista madame Bernard. Voyons, parle, je suis forte. Que t'a dit le nouveau propriétaire? Songerait-il à nous remplacer? »
si ce n'était que cela. Mais voyez-vous, il m'a dit de sa propre bouche, parlant à ma propre personne, il m'a dit « Ah, vous ne me croirez pas. Parleras-tu ? Vous le voulez ? Eh bien, il m'a ordonné de prévenir tous les locataires qu'il les diminue d'un tiers. Vous m'entendez ? Il les diminue. » Mais ni madame ni mademoiselle Bernard n'entendaient. Elles riaient à se tordre. « Diminuer, répétait-elle. À la bonne farce. C'est trop drôle. » Et mademoiselle Bernard, courant à son piano, car elle a un piano en qualité d'élève du conservatoire, se mit à chanter le grand air de Verdi. Étrange aventure, bizarre imposture, jamais, je le jure, on ne te croira. Nous fais-tu l'injure, etc. Mais Bernard prétendait être pris au sérieux dans sa loge. Il se fâcha tout rouge, son épouse s'emporta, et une querelle s'ensuivit. Madame Bernard accusait Monsieur Bernard d'avoir pris cet ordre fantastique au fond d'un litre chez le marchand de vin du coin. Tant et si bien que Madame Bernard, qui ne voulait pas en avoir le démenti, jeta son châle sur ses épaules et courut chez le propriétaire. Bernard avait dit vrai. Elle ne le vit que trop tôt. De ses deux oreilles ornées de pendants d'or, elle entendit le mot invraisemblable. Seulement, comme c'est une femme forte et prudente, elle demanda un mot d'écrit, voulant mettre sa responsabilité à couvert. Ce mot d'écrit, le propriétaire le lui octroya en riant. Elle aussi, elle rentra abasourdie. Et toute la soirée, dans la loge, le père, la mère et la fille délibérèrent. Fallait-il obéir ? Devait-on prévenir quelques parents du jeune homme dont la sagesse s'opposerait à tant de folie ? Après mûre réflexion, il fut convenu qu'on obéirait. Le lendemain, Bernard, endossant sa plus belle lévite, fit sa tournée chez les 23 locataires, annonçant la grande nouvelle. La minute d'après, la maison de la rue de la Victoire était dans un état d'agitation impossible à décrire. Des gens qui, depuis 4 ans qu'ils demeuraient sur le même palier, ne s'étaient même pas honorés d'un coup de chapeau, s'abordèrent, se parlèrent. « Vous savez, monsieur, c'est bien extraordinaire. Dites que c'est inouï. Le propriétaire me diminue. D'un tiers, n'est-ce pas? Moi aussi. C'est étourdissant. Il doit y avoir erreur. » En dépit des affirmations du couple Bernard, en dépit de l'ordre écrit, il se trouva des locataires Saint-Thomas qui doutèrent. Il y en eut 3 qui écrivirent au propriétaire pour le prévenir de ce qui se passait et l'avertir charitablement que son portier avait absolument perdu la raison. Le propriétaire répondit à ces sceptiques. Il confirmait le dire de Bernard. Impossible de douter désormais. Alors commencèrent les réflexions et les commentaires. Pourquoi le propriétaire diminue-t-il ses loyers? Oui, pourquoi? Quelles raisons, disait-on, font agir cet homme bizarre? Pour sûr, il doit avoir des motifs très graves. Un homme intelligent qui jouit de son bon sens ne se prive pas de bons gros revenus bien assurés pour le seul plaisir de s'en priver. On ne se conduit pas ainsi sans y être déterminé, contraint par des circonstances puissantes, terribles. Et chacun de répéter. Il doit y avoir quelque chose là-dessous. Mais quoi? Du 1er au 6e, on cherchait, on supposait, on conjecturait, on se creusait la cervelle. Chaque locataire avait l'air préoccupé d'un homme qui veut à toute force déchiffrer un rébus impossible. Partout, on commençait à être vaguement inquiet, comme il arrive quand on se trouve en présence d'un mystère. Quelques-uns hasardaient. Cet homme
doit avoir commis quelque grand crime resté secret. Le remords le pousse à la philanthropie. Ce n'est pas gai de vivre ainsi côte à côte avec un scélérat, car enfin, il a beau se repentir, il y a des rechutes dans ce métier-là. La maison est-elle bien solide, se demandait-on d'autre part. Elle n'est cependant pas très vieille, disait un autre. C'est vrai, mais il a fallu les tançonner lorsqu'on a creusé l'égout l'année dernière au mois de mars. Quelques-uns supposaient que le danger venait de la toiture. D'autres prétendaient avoir de fortes raisons de croire qu'il se fabriquait de la fausse monnaie dans les caves, et prétendaient entendre parfois la nuit le bruit sourd et profond du balancier. On était d'avis au second qu'il devait loger quelques espions russes ou prussiens dans la maison. Le monsieur du premier inclinait à croire que le propriétaire se proposait à mettre sournoisement le feu à son immeuble à la seule fin de tirer de grosses sommes des compagnies d'assurance. Puis il se passait, affirmait-on, des choses extraordinaires et même effrayantes. Au sixième, dans les mansardes, on entendait, paraît-il, des bruits étranges et absolument inexplicables. Plusieurs assurèrent avoir vu des fantômes qui traînaient des chaînes par les escaliers. La bonne de la vieille demoiselle du quatrième rencontra un soir, en allant voler du vin à la cave, le spectre de l'ancien propriétaire. Même, il tenait à la main une quittance de loyer. Et le refrain était « Il y a quelque chose là-dessous ». De l'inquiétude, on en était venu à la frayeur. De la frayeur, on passa vite à l'épouvante. Si bien que le monsieur du premier, qui avait des valeurs chez lui, donna congé par huissier. Bernard alla prévenir le propriétaire qui répondit « Eh bien, qu'il s'en aille, cet imbécile ». Mais dès le lendemain, le pédicure du second, bien que n'ayant point à craindre pour ses valeurs, imita le monsieur du premier. Les rentiers du second et les petits ménages du cinquième suivirent bravement cet exemple. De ce moment, ce fut une déroute générale. À la fin de la semaine, tout le monde avait donné congé. Chacun s'attendait à quelque catastrophe épouvantable. On ne dormait plus. On organisa des patrouilles. Les domestiques terrifiés voulaient absolument quitter cette maudite maison. Ils demandaient pour rester qu'on triplât leur gage. Bernard n'était plus que l'ombre de lui-même. La fièvre de la peur l'avait maigri. Mademoiselle Bernard délaissa son piano. Non, répétait la portière à chaque congé nouveau. Non, ce n'est pas naturel. Cependant, 23 écriteaux se balançant à la façade de la maison amenèrent des amateurs en quête d'un logement. Bernard, sans maugréer, montait les escaliers et faisait visiter les appartements. « Vous pouvez choisir, » disait-il aux gens qui se présentaient, « la maison entière est vacante. Tous les locataires ont donné congé, en masse, comme un seul homme. On ne sait rien au juste, mais il se passe des choses, un mystère, une histoire comme on n'en a jamais vu. Pour tout dire, le propriétaire diminue les loyers. Et les chalands venus pour louer s'enfuyaient épouvantés. Le terme arriva. 23 voitures baillies emportèrent les meubles des 23 locataires. Tout le monde partit. Des fondations au comble, la maison resta vide. Les rats eux-mêmes, n'y trouvant plus à vivre, l'abandonnèrent. Seul le portier restait, verdissant de peur dans sa loge. Des visions effroyables hantaient ses nuits. Il lui semblait ouïr de lugubres hurlements. À certains murmures sinistres, ses dents claquaient de terreur, et ses cheveux se dressaient à renverser son bonnet de coton. Madame Bernard ne fermait plus l'œil.
son effroi, Amanda, renonçant aux gloires du théâtre, épousa rien que pour quitter la loge paternelle un jeune perruquier qu'elle ne pouvait souffrir. Enfin, un matin, après une insomnie plus épouvantable que les autres, Bernard prit une grande résolution. Il alla trouver le propriétaire, lui rendit son cordon et déguerpit. Et maintenant, si vous passez rue de la Victoire, vous verrez une maison abandonnée. C'est celle dont je viens de dire l'histoire. La poussière s'amasse sur les volets clos, l'herbe croît dans la cour. Nul locataire ne se présente plus, et dans le quartier, la maudite maison a une si funèbre réputation que les immeubles voisins en perdent quelque chose de leur valeur. Diminuez donc vos loyers. L'histoire du soir. Maupassant, une soirée. Maître Saval, notaire à Vernon, aimait passionnément la musique. Jeune encore, chauve déjà, rasé toujours avec soin, un peu gros comme il sied, portant un pince-nez d'or au lieu des antiques lunettes, actif, galant et joyeux, il passait dans Vernon pour un artiste. Il touchait du piano et jouait du violon, donnait des soirées musicales où l'on interprétait les opéras nouveaux. Il avait même ce qu'on appelle un filet de voix, rien qu'un filet, un tout petit filet. Mais il le conduisait avec tant de goût que les bravos, exquis, surprenants, adorables, jaillissaient de toutes les bouches dès qu'il avait murmuré la dernière note. Il était abonné chez un éditeur de musique de Paris qui lui adressait les nouveautés, et il envoyait de temps en temps à la haute société de la ville des petits billets ainsi tournés. Vous êtes prié d'assister lundi soir, chez M. Saval, notaire, à la première audition à Vernon du Saïs. Quelques officiers doués de jolies voix faisaient les chœurs. 2 ou 3 dames du cru chantaient aussi. Le notaire remplissait le rôle de chef d'orchestre avec tant de sûreté que le chef de musique avait dit de lui un jour au Café de l'Europe « Ah, monsieur Saval, c'est un maître. Il est bien malheureux qu'il n'ait pas embrassé la carrière des arts. » Quand on citait son nom dans un salon, il se trouvait toujours quelqu'un pour déclarer « Ce n'est pas un amateur, c'est un artiste, un véritable artiste. » Et 2 ou 3 personnes répétaient avec une conviction profonde « Oh oui, un véritable artiste », en appuyant beaucoup sur « véritable ». Chaque fois qu'une œuvre nouvelle était interprétée sur une grande scène de Paris, M. Saval faisait le voyage. Or l'an dernier, il voulut, selon sa coutume, aller entendre Henri VIII. Il prit donc l'express qui arrive à Paris à 4h30, étant résolu à repartir par le train de minuit 35 pour ne point coucher à l'hôtel. Il avait endossé chez lui la tenue de soirée, habit noir et cravate blanche, qu'il dissimulait sous son pardessus au col relevé. Dès qu'il eut mis le pied rue d'Amsterdam, il se sentit tout joyeux. Il se disait « Décidément, l'air de Paris ne ressemble à aucun air. Il a un je ne sais quoi de montant, d'excitant, de grisant, qui vous donne une drôle d'envie de gambader et de faire bien autre chose encore. Dès que je débarque ici, il me semble tout d'un coup que je viens de boire une bouteille de champagne. Quelle vie on pourrait mener dans cette ville, au milieu des artistes. Heureux les élus, les grands hommes, qui jouissent de la renommée dans une pareille ville. Quelle existence doit être la leur. Et il faisait des projets. Il aurait voulu connaître quelques-uns de ces hommes célèbres pour parler d'eux à Vernon et passer de temps en temps une soirée chez eux lorsqu'ils venaient à Paris. Mais tout à coup, une idée le frappa. Il avait entendu citer de petits cafés des boulevards extérieurs où se réunissaient des peintres déjà connus, des hommes de lettres, même des musiciens, et il se mit à monter vers Montmartre d'un pas lent. Il avait 2 heures devant lui. Il voulait voir. Il passa devant les brasseries fréquentées par les derniers bohèmes,
regardant les têtes, cherchant à deviner les artistes. Enfin, il entra au rat mort, alléché par le titre. Un grand jeune homme vint bientôt se placer près de lui. La patronne l'appela Monsieur Romantin. Le notaire tressaillit. Est-ce ce Romantin qui venait d'avoir une première médaille au dernier salon? Le jeune homme d'un geste fit venir le garçon. « Tu vas me donner à dîner tout de suite, et puis tu porteras à mon nouvel atelier 15 boulevards de Clichy, 30 bouteilles de bière et le jambon que j'ai commandé ce matin. » Monsieur Saval aussitôt se fit servir à dîner. Puis il ôta son pardessus, montrant son habit et sa cravate blanche. Son voisin ne paraissait point le remarquer. Il avait pris un journal et lisait. Monsieur Saval le regardait de côté, brûlant du désir de lui parler. Deux jeunes hommes entrèrent, vêtus de vestes de velours rouge et portant des barbes en pointe à la Henri III. Ils s'assirent en face de Romantin. Le premier dit « C'est pour ce soir ?» Romantin lui serra la main. « Oui, mon vieux, et tout le monde y sera. Gébonat, Guillemet, Gervex, Béraud, Herbert, Duez, Clérin, Jean-Paul Laurens. Ce sera une fête épatante. » Le patron de l'établissement s'était approché. « Vous la pendez souvent, cette crémaillère ?» Le peintre répondit. « Tous les 3 mois, à chaque terme. » Monsieur Saval n'y tint plus et d'une voix hésitante. « Je vous demande pardon de vous déranger, monsieur, mais j'ai entendu prononcer votre nom et je serais fort désireux de savoir si vous êtes bien monsieur Romantin dont j'ai tant admiré l'œuvre au dernier salon. » L'artiste répondit. « Lui-même en personne, monsieur. » Le notaire alors fit un compliment bien tourné, prouvant qu'il avait des lettres. Le peintre séduit répondit par des politesses. On causa. Romantin en revint à sa crémaillère, détaillant les magnificences de la fête. Monsieur Saval l'interrogea sur tous les invités qu'il allait recevoir, ajoutant « Ce serait pour un étranger une extraordinaire bonne fortune que de rencontrer d'un seul coup tant de célébrités réunies chez un artiste de votre valeur. » Romantin conquis répondit « Si ça peut vous être agréable, venez. » Monsieur Saval accepta avec enthousiasme. Tous deux avaient achevé leur repas. Le notaire s'acharna à payer les 2 notes, voulant répondre aux gracieusetés de son voisin. Il paya aussi les consommations des jeunes gens en velours rouge, puis il sortit avec son peintre. Ils s'arrêtèrent devant une maison très longue et peu élevée, dont tout le premier étage avait l'air d'une serre interminable. 6 ateliers s'alignaient à la file, en façade, sur le boulevard. Romantin entra le premier, monta l'escalier, ouvrit une porte, alluma une allumette, puis une bougie. Il se trouvait dans une pièce démesurée, dont le mobilier consistait en 3 chaises, 2 chevalets et quelques esquisses posées par terre le long des murs. Monsieur Saval, stupéfait, restait immobile sur la porte. Le peintre prononça. « Voilà, nous avons la place, mais tout est à faire. » L'artiste s'approcha de lui. « Puisque je vous ai invité, vous allez m'aider à quelque chose. » Le notaire déclara. « Usez de moi comme vous voudrez. Je suis à votre disposition. » Romantin ôta sa jaquette. Lorsqu'il fut remonté avec un escabeau, il demanda à monsieur Saval. « Êtes-vous souple ?» L'autre, sans comprendre, répondit. « Mais oui. » « Eh bien, vous allez grimper là-dessus et m'attacher ce lustre-là à l'anneau du plafond. Puis vous mettrez une bougie dans chaque bouteille et vous allumerez. Je vous dis que j'ai le génie de l'éclairage. Mais retirez votre habit, sacrebleu. Vous avez l'air d'un larbin. » La porte s'ouvrit brutalement, une femme parut, les yeux brillants, et demeura debout sur le seuil. Romantin la considérait avec une épouvante dans le regard.
Elle attendit quelques secondes, croisa ses bras sur sa poitrine, puis d'une voix aiguë, vibrante et exaspérée, elle dit « Ah, sale mufle, c'est comme ça que tu me lâches. » Romantin ne répondit pas. Elle reprit « Ah, gredin, tu faisais le gentil encore en m'envoyant à la campagne. Tu vas voir un peu comme je vais l'arranger, ta fête. Oui, c'est moi qui vais les recevoir, tes amis. » Elle s'animait. « Je vais leur enflanquer par la figure des bouteilles et des bougies. » Romantin prononça d'une voix douce « Mathilde. » Mais elle ne l'écoutait pas. Elle continuait. « Attends un peu, mon gaillard, attends un peu. » Romantin s'approcha, essayant de lui prendre les mains. « Mathilde. » Mais elle était lancée maintenant. Elle allait vidant sa hotte aux gros mots et son sac aux reproches. Cela coulait de sa bouche comme un ruisseau qui roule des ordures. Les paroles précipitées semblaient se battre pour sortir. Elle bredouillait, bégayait, bafouillait, retrouvant soudain de la voix pour jeter une injure, un juron. Il lui avait saisi les mains sans qu'elle s'en aperçût. Elle ne semblait même pas le voir, tout occupée à parler, à soulager son cœur. Et soudain, elle pleura. Les larmes lui coulaient des yeux sans qu'elle arrêtât le flux de ses plaintes. Mais les mots avaient pris des intonations criardes et fausses, des notes mouillées, puis des sanglots l'interrompirent. Elle repartit encore 2 ou 3 fois, arrêtée soudain par un étranglement, et enfin se tut dans un débordement de larmes. Alors, il la serra dans ses bras, lui baisant les cheveux, attendri lui-même. « Mathilde, ma petite Mathilde, écoute. Tu vas être bien raisonnable. Tu sais, si je donne une fête, c'est pour remercier ces messieurs de ma médaille du salon. » Elle balbutia dans ses pleurs. « Pourquoi ne me l'as-tu pas dit ?» Il reprit. « C'était pour ne pas te fâcher, ne point te faire de peine. Écoute, je vais te reconduire chez toi. » Il se tourna vers M. Saval qui venait d'accrocher enfin le lustre. « Mon cher ami, je reviens dans 5 minutes. Si quelqu'un arrivait en mon absence, faites les honneurs pour moi, n'est-ce pas ?» Et il entraîna Mathilde qui s'essuyait les yeux et se mouchait coup sur coup. Resté seul, M. Saval acheva de mettre de l'ordre autour de lui. Puis il alluma les bougies et attendit. Il attendit un quart d'heure, une demi-heure, 1 heure. Romantin ne revenait pas. Puis tout à coup, ce fut dans l'escalier un bruit effroyable, une chanson hurlée en chœur par 20 bouches et un pas rythmé comme celui d'un régiment prussien. Les secousses régulières des pieds ébranlaient la maison tout entière. La porte s'ouvrit, une foule parut. Hommes et femmes à la file, se tenant par les bras 2 par 2 et tapant du talon en cadence, s'avancèrent dans l'atelier comme un serpent qui se déroule. Il y eut un instant de silence, puis un rire fou. Un monsieur soupçonneux demanda « Comment êtes-vous ici ?» Il s'expliqua, racontant son projet d'aller à l'opéra, son départ de Vernon, son arrivée à Paris, toute sa soirée. On s'était assis autour de lui pour l'écouter, on lui lançait des mots, on l'appelait Scheherazade. Romantin ne revenait pas. D'autres invités arrivaient. On leur présentait M. Saval pour qu'il recommençât son histoire. Il refusait, on le forçait à raconter, on l'attacha sur une des 3 chaises entre 2 femmes qui lui versaient sans cesse à boire. Il buvait, riait, parlait, chantait aussi. Il voulut danser avec sa chaise, il tomba. À partir de ce moment, il oublia tout. Il lui sembla pourtant qu'on le déshabillait, qu'on le couchait et qu'il avait mal au cœur. Il faisait grand jour quand il s'éveilla étendu au fond d'un placard dans un lit qu'il ne connaissait pas. Une vieille femme, un balai à la main, le regardait d'un air furieux. À la fin, elle prononça « Salaud, salaud va, si c'est permis de se saouler comme ça. » Il s'assit sur son séant,
il se sentait mal à son aise. Il demanda « Où suis-je ?»« Où vous êtes, salaud? Vous êtes gris. Allez-vous bientôt décaniller et plus vite que ça ?» Il voulut se lever. Il était nu dans ce lit. Ses habits avaient disparu. Il prononça « Madame, je... » Puis il se souvint. Que faire? Il demanda « Monsieur Romantin n'est pas rentré ?» Le concierge vociféra « Voulez-vous bien décaniller, qu'il ne vous trouve pas ici au moins ?» Monsieur Saval, confus, déclara « Je n'ai plus mes habits, on me les a pris. » Il dut attendre, expliquer son cas, prévenir ses amis, emprunter de l'argent pour se vêtir. Il ne repartit que le soir. Et quand on parle musique chez lui, dans son beau salon de Vernon, il déclare avec autorité que la peinture est un art fort inférieur. Le Parisien, qui n'éprouve jamais le besoin de réfléchir, éprouve toujours celui de parler. Écrit Delphine de Girardin. Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes le mercredi 6 avril, et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'Anacarsis Bobinard, un homme qui, pour des raisons professionnelles, doit quitter la capitale pour s'installer à Nantes, en province, un mot qui à lui seul suffit à lui donner le vertige. En arrivant dans la cité des Ducs, il tente de s'acclimater sans grand succès. C'est une nouvelle amusante de Moléry intitulée « Le Parisien en province ». Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. On a souvent tourné en ridicule le provincial qui vient à Paris. On s'est plu à le faire le héros des histoires les plus facétieuses. Et pour tracer son portrait, on a fait choix des masques les plus grotesques. Je crois que si le provincial tenait à ne pas être en reste de bons procédés, il lui serait facile de prendre une belle revanche. Le Parisien en province n'offre pas une figure moins originale et moins amusante que celle du provincial à Paris. Et s'il a été permis d'assaillir outre mesure celui-ci des traits de la satire et de la moquerie, je ne sache pas qu'il existe en faveur de celui-là aucun privilège qui le mette à l'abri de justes représailles. Mais la raillerie, dira-t-on, a prétendu seulement atteindre parmi les provinciaux ceux qu'elle pouvait à bon droit considérer comme faisant partie de son domaine. Elle a constamment respecté les hommes qui, apportant à Paris leur tribut d'esprit et de science, ont fait de cette capitale le centre des arts et des lettres, et lui ont donné la suprématie sur les villes les plus éclairées de l'Europe. À la bonne heure, je ne prétends pas non plus que tout Parisien, quel qu'il soit, passant en province, doive y fournir le sujet d'une caricature. Je me bornerai à exercer mon crayon sur les physionomies qui me paraissent quelque peu prêter à la charge. Et celles-ci, je les résumerai toutes dans la figure d'un original de ma connaissance, Anacarsis Bobinard. Quelle était à Paris l'existence de Bobinard au moment où il fut obligé de quitter cet Éden de la jeunesse pour aller habiter la positive et commerçante ville de Nantes? Commis dans un magasin de nouveautés, il se levait chaque jour à 5 heures du matin et jusqu'à 6 heures du soir, il déballait, mesurait et remballait le satin, le mérinos, l'indienne et le calicot, libre à peine d'accorder quelques minutes à son frugal déjeuner. Sa journée faite, il se hâtait d'aller au restaurant pour y procurer à son estomac le médiocre confort d'un dîner à 25 sous. Puis si la soirée était belle, il l'employait en flânerie sur le boulevard, au Palais Royal, dans les Champs-Élysées. S'il pleuvait, il se réfugiait dans sa mansarde, où il attendait assez patiemment l'heure du repos en compagnie de quelques romans de Paul de Kock. Après 6 jours d'une régularité mathématique, venait enfin le dimanche, son jour de liberté et de joyeux désordre.
Alors sortait de l'armoire, dans un état soigneusement conservé, l'habit noir, le pantalon de casimir, le brillant gilet de soie, dont la poche se gonflait vaniteusement de toutes les économies de la semaine. Pendant que Bobinard s'étreignait la taille, ajustait le nœud de sa cravate, promenait sur sa chevelure une couche de fine pommade au jasmin, une autre toilette s'achevait dans la mansarde en face. C'était celle d'une petite brodeuse que sa sensibilité naturelle avait mal protégée contre les pressantes attaques du séduisant commis. L'été, on allait faire une promenade à Anne, à Romainville ou à Montmorency. L'hiver, on se permettait le dîner à 2 francs au Palais Royal, après quoi l'on courait à la Gaîté ou à l'Ambigu maudire Saint-Ernest et de Lestre, et s'apitoyer sur les infortunes de Madame Gauthier et de Francis Quesnay. Telle était la vie de Bobinard. Telle est en général à Paris celle des jeunes gens sans fortune que vous voyez pulluler dans les magasins des quartiers Saint-Denis, Saint-Martin et Saint-Honoré. Héritier futur d'une tante fort riche qui l'appelait auprès d'elle, Bobinard aurait dû trouver dans son changement de position 1000 motifs pour se réjouir. Mais en digne Parisien, il eût cru déroger si à peine installé dans la diligence, il n'avait manifesté une profonde affliction et fait un appel aux sympathies de ses compagnons de voyage. Dans quelle Sibérie, au milieu de quel peuple sauvage allaient se flétrir ses plus belles années? Pour quelle fade et monotone existence on l'arrachait à la vie si pimpante, si variée, si parfumée, si joyeuse de son bien-aimé Paris. Et pendant la route, sa mauvaise humeur s'exhalait sur les objets les plus dignes de fixer l'attention du voyageur, qu'étaient Orléans, Tours, Angers, sinon de misérables villages qu'il daignait tout au plus comparer à Vaugirard ou à Montrouge. Les chemins de halage de la Seine n'étaient-ils pas 1000 fois plus pittoresques que les rives fertiles de la Loire? Les coteaux de la Touraine offraient-ils rien qui pût l'indemniser de sa butte Montmartre et de son nom valérien? Ah, qu'il était aisé de voir que ces routes, ces arbres, ce fleuve étaient des routes de province, des arbres de province, un fleuve de province. Arrivé à Nantes, Bobinard consacra les premiers moments de son séjour à l'examen de la ville et de ses monuments. C'était à chaque pas de nouvelles exclamations. Que cette rue est étroite et courte, que cette place est mesquine. Où sont mes tours de Notre-Dame, mon Louvre, mon Panthéon? Si on le conduisait sur le port, toute cette forêt de mâts lui semblait digne à peine d'être exploitée en bois de chauffage. À la vue des bateaux à vapeur qui sillonnent la Loire d'Angers à Paimboeuf, il s'écriait: qu'est-ce que ces coquilles de noix à côté du bateau à vapeur de Saint-Cloud? Et il fut sur le point de se fâcher tout rouge contre quelqu'un qui lui fit observer que ce bateau, l'objet de son admiration, était précisément sorti des chantiers de Nantes, et l'un des plus petits qui y eussent été construits. Enfin, n'ayant pas d'autre parti à prendre, force lui fut de se résigner à vivre dans ce misérable trou, comme il disait. Mais, pensa-t-il, je me garderai bien de descendre jusqu'à ces épais et ignares provinciaux. N'oublions pas que je représente ici le pays des Lumières, du savoir-vivre, de l'élégance et du bon ton. Il faut que je tienne incessamment à genoux devant ma personne le crétinisme de ces gens-là. Vous ne sauriez vous représenter à partir de ce moment la jactance, la vantardise, la hâblerie de Bobinard. Ses manières et ses discours sont d'une impertinence achevée. Le Gascon, tant célébré comme le héros de la menterie, ne saurait entrer en comparaison avec lui. S'il s'informe quel est dans la ville le tailleur en renom, il le fait venir et lui commande des habits. Je n'ose pas
lui dit-il avec un insolent sourire d'indulgence, vous demandez que tout cela soit de bon goût. Tâchez du moins que ce ne soit pas ridicule. Il essaie et fait retoucher 20 fois la redingote, le pantalon, le gilet. Aujourd'hui, c'est un sous-pied qui n'emboîte pas la boîte avec grâce. Demain, ce sont des revers qui n'ont pas le chic. Il met à bout la patience de l'ouvrier. Va-t-il au spectacle? Il a grand soin de ne faire son entrée que vers le milieu de la seconde pièce. Il parle tout haut à l'ouvreuse, dérange 20 personnes pour aller s'installer sur le devant du balcon, tourne le dos à la scène et promène son binocle de loge en loge. Au moment où l'attention du public est le plus captivée par quelque situation pathétique, il part d'un éclat de rire, et si on lui crie chute, il rit encore plus fort. Il se donne tant de mouvements et fait tant de bruit que bientôt se dirigent sur lui tous les regards. Les spectateurs chuchotent en se le désignant mutuellement. Il entend de tous côtés circuler ces mots. C'est le Parisien, et il se rengorge. Une triple salve d'applaudissements accueille l'actrice qui vient de chanter le grand air du domino noir. Il lance au parterre un haussement d'épaule des plus méprisants. « Mais monsieur, lui fait observer son voisin, cette actrice est Madame Cinti d'Amoro que nous avons le bonheur de posséder pour quelques jours. » Vous croyez que cette observation le déconcerte? Point du tout. Et il répond avec un aplomb imperturbable. « C'est possible, mais la d'Amoro n'est pas en voix ce soir. Je ne l'ai jamais entendue chanter si mal à Paris. » C'est surtout au milieu d'un cercle de jeunes gens qu'il est curieux de l'étudier. Avec quel sans-gêne admirable, il coupe la conversation et s'empare de la parole, tranchant sur tout, louant ce qu'on critique, blâmant ce qu'on loue, afin de se donner des airs de connaisseur, entassant avec une merveilleuse volubilité platitude sur platitude, et n'admettant pas qu'il puisse s'élever le plus léger doute sur l'infaillibilité de ses arrêts. Voulez-vous le rendre intarissable? Mettez-le sur la voie de ses bonnes fortunes à Paris. Il vous dira à demi-voix, comme s'il craignait d'effaroucher sa propre modestie, que chacune de ses journées était marquée par quelque glorieux triomphe. Il avouera même avec humilité que son nom était devenu, pour ainsi dire, un scandale, et que des appréhensions, malheureusement trop motivées, lui faisaient fermer la porte de toutes les maisons où il y avait de jolies filles à marier. Baronne, comtesse, duchesse se l'étaient disputées, et il lui serait impossible de dire au juste le nombre de maris qu'il avait eu le désagrément de blesser au bois de Boulogne. Si dans l'énumération des plus belles femmes de la capitale, il lui arrive de prononcer un nom qui commande le respect, et qu'un de ses auditeurs se hasarde à lui dire « Ce nom-là n'a jamais donné prise à la médisance », il répond tranquillement « Vous croyez ?» et se met à rire d'un air qui signifie « J'ai par devers moi d'excellentes raisons de n'en rien croire. » Mais cette fatuité, ce n'est pas seulement en matière d'amour qu'elle s'exerce. La réputation d'homme à la mode ne lui suffit pas. Il faut encore qu'on le croie un homme important en littérature et en politique. Aussi parle-t-il souvent et avec complaisance de son bon ami Victor Hugo. Il a vécu dans la plus grande familiarité avec Lamartine et Alexandre Dumas. Il dînait une fois par semaine chez Guizot, et Scribe ne se fut pas permis de donner une pièce au théâtre français sans lui en avoir fait préalablement la lecture. Il se rappelle qu'étant de soirée chez M. de Broglie, il parvint dans une chaleureuse improvisation à démontrer que M. Molé n'entendait rien à la question d'Orient. Tous les cabinets lui ont fait faire des offres. Il n'a tenu qu'à lui d'occuper un poste élevé dans la diplomatie. Il a préféré garder son indépendance et son franc-parler. Il raconte à qui veut l'entendre que, dînant un jour aux Tuileries, en sa qualité d'officier de la garde nationale, il se permit de faire au roi une observation qui motiva le changement de tout un paragraphe du discours de la couronne.
N'allez pas croire qu'il puisse se présenter une circonstance capable de démonter le sang-froid de Bobinard. Le hasard voulut qu'un de nos illustres, dont il s'était intitulé l'ami intime, se trouvant momentanément à Nantes, passât dans la même rue que lui et sur le même trottoir. Quelqu'un le tira par le bras et lui dit « À quoi pensez-vous? Voilà votre ami dont vous m'avez tant parlé. Vous ne le voyez donc pas? » « Pardon, je l'ai parfaitement vu. » Il est passé lui-même sans avoir l'air de faire attention à vous, absolument comme s'il ne vous connaissait point. Je vous garantis qu'il m'a très bien reconnu. D'où vient alors que vous ne vous êtes ni salué ni serré la main? Nous avons d'excellentes raisons pour cela. Vraiment, y aurait-il eu entre vous quelque chose? Oui, nous sommes en froid. J'ai le malheur d'être franc, et lorsqu'il me fit la lecture de la tragédie qu'il destinait au début de la petite Rachel, je ne pus comprimer un bâillement qu'il ne me pardonnera jamais. Toutes ces choses, débitées avec assurance, ne laissent pas de produire pendant quelques jours un certain effet. Mais notre Parisien ne tarde pas à s'apercevoir qu'il s'est étrangement mépris sur notre époque, et qu'il a eu tort de s'appliquer le proverbe « à beau mentir qui vient de loin ». C'est qu'en effet, il n'y a plus aujourd'hui de la province à Paris la même distance qu'autrefois. Les communications sont si rapides et si fréquentes, les intérêts commerciaux et politiques se rapprochent et se confondent en tant de points, il se fait des deux parts un échange si actif en fait d'arts et de sciences, les journaux, les publications de toute nature sont tellement répandues et rayonnent avec tant de vitesse du centre à la circonférence, que le provincial connaît son Paris et sait à quelques heures près ce qui s'y passe aussi promptement et aussi bien que le Parisien lui-même. Il en résulte qu'un hâbleur de l'espèce de Bobinard ne saurait persévérer dans son rôle sans s'exposer à être bientôt moqué, hué, sifflé. Le Parisien en province voit donc chaque jour se resserrer le cercle où peut s'exercer sa jactance. Il ne lui reste plus guère à exploiter que quelques misérables villages du Jura ou des Pyrénées. Bonne nuit. Bonne nuit.